Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, il y a cette information, on apprend que Vladimir Poutine a dit « niet » à Donald Trump. Oui, tout cela s'est vraisemblablement déroulé le mois dernier, quelques semaines après l'élection de Trump. Keith Kellogg, l'envoyé spécial de Donald Trump en Ukraine et en Russie, a présenté à la partie russe la première version d'un plan de paix pour l'Ukraine. Et le chef du Kremlin l'a retoqué. C'est le Wall Street Journal qui donne cette information. La presse russe le confirme implicitement et précise même en quels termes il a été refusé. La presse russe le décrit comme, je cite, un mélange de pain d'épices et de fouet. Cette expression en russe est en fait l'équivalent en bon français de la carotte et du bâton. En clair, Trump agiterait à la fois la sanction et la récompense, insuffisant pour faire pression ou convaincre la Russie, conclut le journal. Est-ce qu'on connaît le détail de ce plan qui a été présenté sans succès à Poutine? Alors en détail non, mais oui, on en connaît les grandes orientations puisqu'elles correspondent aux projets initiaux de Keith Kellogg. 3 points importants: un cessez-le-feu le long des lignes de fronts actuelles, ce qui ne signifie pas une reconnaissance formelle de l'annexion par la Russie des 4 régions ukrainiennes. En fait, c'était présenté comme un statu quo. Deuxième point important, le renoncement temporaire par l'Ukraine de son entrée dans l'OTAN. On n'a pas de précision sur le mot temporaire, le tout en échange de garanties de sécurité de la part de ses alliés. En revanche, on n'a pas de précision sur le troisième point qui a souvent été évoqué, à savoir la levée progressive des sanctions contre la Russie, c'est-à-dire la fameuse carotte. Ce refus russe explique donc les dernières phrases les premières qu'il prononce publiquement de Donald Trump à propos de cette guerre en Ukraine. Effectivement, c'était hier dans le bureau ovale et c'est la première fois qu'on entend Donald Trump s'exprimer directement sur la Russie de Vladimir Poutine. Premier extrait, Trump tourne le chef de guerre Vladimir Poutine en dérision. En substance, il aurait loupé son coup. Écoutez. I have to speak to President Putin. He can't be thrilled. He's not doing so well. I mean, he's grinding it out, but most people thought that war would have been over in about 1 week. And now you're into 3 years, right? So he can't be thrilled. It's not making him look very good. Deuxième extrait, tenter de convaincre. En substance, c'est dans l'intérêt de Vladimir Poutine de signer et de signer très vite. Écoutez. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy. You take a look at the inflation in Russia. So I would hope. I got along with him great, and you know, I would hope he wants to make a deal. Troisième extrait, si Vladimir Poutine refuse de signer, voilà ce qu'il pourrait se passer. Mr. President, are you keeping U.S. sanctions on Russia until he makes a deal? Well, sanctions or tariffs. I think the word tariff is much better because it keeps your dollar stronger. Et Trump a enfoncé le clou il y a quelques instants à peine avec ce message sur ses réseaux sociaux. Je n'aurai d'autre choix que d'imposer des niveaux élevés de taxes, de droits de douane et de sanctions sur tout ce qui est vendu par la Russie aux États-Unis et à d'autres pays. Vladimir Poutine a-t-il répondu à ces toutes dernières menaces? Alors, pas de réaction officielle à ce stade. C'est intéressant de noter l'interprétation qu'en font les médias russes depuis quelques heures. Pour eux, il y a un point positif. Tout se joue désormais entre 2 acteurs, les États-Unis et la Russie. L'Ukraine n'aurait plus son mot à dire. Écoutez le correspondant de Russia One à Washington. Американский президент стал весьма и весьма осторожен. Ну, например, он сказал о том, что о перспективах решения урегулирования украинского конфликта внятно он сможет сказать только после разговора, а то и встречи с Владимиром Путиным. Это одно важное изменение. Не просто отправляет в корзину окончательно историю и концепцию ничего об Украине без Украины, но и еще фактически задает двухсторонний формат урегулирования украинского конфликта. Он говорит о том, что между ним и Путиным это будет решаться. Au passage, les chroniqueurs se moquent de Donald Trump qui avait promis de mettre fin à la guerre en 24 heures.
On apprend d'ailleurs qu'un nouvel agenda a été donné. Trump a finalement confié à Keith Kellogg la mission de mettre fin à la guerre en 100 jours, écrit le Wall Street Journal dans ce même article, qui indique également que tout se jouera lors d'un dialogue direct entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Merci Justine. Pour qu'on soit bien clair, prenons les choses dans l'ordre. Et d'abord ce plan retoqué par Vladimir Poutine. Il y a quand même deux concessions importantes dans ce plan d'emblée. C'est reconnaître le cessez-le-feu sur le tracé des offensives russes qui ont plutôt grignoté du terrain ces derniers temps. Et deuxièmement, reporter au calendrier grec l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Pourquoi est-ce que Moscou dit non ? Alors je pense que Moscou dit non pour le premier point. Le premier point rappellerait que les 4 oblasts qui ont été annexés en septembre 2022 par la Russie ne seront pas occupés par la Russie et que donc pour Poutine, d'une certaine façon, c'est une défaite. Il est en retrait par rapport à ce qu'il était. Il faut rappeler qu'en septembre 2022, il était de l'autre côté du Dniepr et que en novembre, il est repassé de l'autre côté du Dniepr. Ça a été la libération de Kherson et donc aujourd'hui, il est moins loin qu'il ne l'était en septembre 2022. Et en plus, il y a un aspect légal pour Monsieur Poutine, qui est que ces oblasts sont maintenant russes. Ils ont été déclarés russes par lui, mais également validés par la Douma. Donc je pense qu'il aurait souhaité que ce plan de paix reconnaisse durablement ces nouvelles frontières en tant que telles. Oui, ou que cela dure plus longtemps pour qu'il ait le temps de les conquérir. Parce que comme vous le disiez, ils avancent quand même sur ces oblasts. Donc il a l'espoir... Même si, quand on calcule, il faudrait des mois et des mois pour y arriver. Mais je crois que c'est ça qui bloque. L'affaire de l'OTAN, c'est tellement flou, reporté, s'inédié, on n'en sait rien. Je pense que c'est ça. Parce que le président Poutine, lui, il veut absolument... Il y a un deuxième point qui me frappe dans la négociation, c'est le fait que l'un parle économie, Monsieur Trump, alors que Monsieur Poutine est totalement, je me suis renseigné beaucoup, il est totalement étranger au sujet économique. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, qui veut intervenir là-dessus ? Pourquoi est-ce que Poutine retoque ce plan ? Rim ? Non, mais je pense que c'est juste de la négociation comme il se doit. Il va pas accepter le premier plan que Trump lui soumet. Il sait très bien qu'il doit négocier âprement. Et puis, il y a ce qu'il dit publiquement, ou bien ce qu'il fait savoir à travers ses porte-paroles ou ses services publiquement, et ce qu'il est en train de dire à Trump en privé. Moi, d'après ce que je comprends, c'est que il y a des négociations qui sont en cours, il y a des conversations, tout n'est pas fermé, et que les Russes seraient plutôt ouverts, mais il y a encore beaucoup de négociations sur les termes. Qu'est-ce qu'ils chercheraient à obtenir de plus ? Alors, premièrement... Parce que quand on voit ça, de l'extérieur, qu'on n'est pas un spécialiste, on se dit, d'une certaine manière, ça acte une défaite de l'Ukraine, voilà. Et une défaite dure à encaisser, c'est-à-dire... Pour l'instant, le front est gelé. On sait ce qu'il en est des fronts gelés. En Corée du Sud et en Corée du Nord, c'est gelé depuis 75 ans. C'était un cessez-le-feu. 3/4 de siècle après, il est toujours là. Et deuxièmement, pas d'adhésion à l'Ukraine, ce qui compte à l'OTAN, ce qui compte énormément pour Kiev. Alors, premièrement, il va falloir voir si on arrive à un traité de paix ou bien juste à un cessez-le-feu. Ça, il y a une grosse différence. 1. 2. Si... Dans cet accord, je ne sais pas quelle forme il va prendre, les Occidentaux actent que, par écrit, que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN et peut-être pas dans l'UE, ça c'est une victoire pour la Russie. Parce que la Russie veut absolument éviter que l'Ukraine soit dans le camp occidental de manière officielle. Sur la question de geler le front, il y a aussi un principe de réalité. Les Ukrainiens se battent vaillamment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'état actuel du front, de leur ravitaillement en armes, de la présence ou de la disponibilité d'hommes qui puissent se battre, ça va être très compliqué, ça semble très compliqué pour l'Ukraine de reconquérir et de libérer tous les territoires qui leur appartiennent. Les partenaires de l'Ukraine sont en train de lui dire on ne va jamais reconnaître la légitimité de l'occupation russe, mais
il faut quand même reconnaître qu'il faut geler le front à un moment. Voilà pourquoi on n'est pas étonné que l'Ukraine dise oui à ce plan, parce qu'elle est acculée d'une certaine manière. Mais encore une fois, pourquoi le niet de Moscou, Vincent et Valéria ? Parce que, me semble-t-il, vu de Moscou, ce n'est qu'un ballon d'essai. Poutine considère que le seul interlocuteur à sa hauteur est Trump lui-même. Il considère Keith Kellogg, donc c'est un envoyé spécial, co-auteur du plan en question, comme un acteur totalement mineur. Et de fait, à Washington, il n'inspire pas un immense respect. Il est surtout connu pour son extrême docilité. C'est un Trumpiste de stricte obédience. Et John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, dit avoir entendu Trump dire un jour, ce qui est formidable avec Kellogg, c'est qu'il ne donne jamais son avis, sauf quand je le lui demande et il est d'accord avec moi. Donc, du point de vue Moscou, ça n'est pas à la hauteur. Deuxièmement, ce plan, c'est la diagonale du flou, quand même. Écoutez, on vous dit un cessez-le-feu sur les lignes actuelles et un accord négocié. Mais enfin, tout est dans le contenu de l'accord négocié. Quels paramètres, quelles garanties Donc, de toute façon, ça n'est pas considéré à Moscou comme un véritable plan. Puis, dernier élément, Poutine n'est pas pressé et Trump, qui a déjà étendu son miracle de 24 heures à 100 jours maintenant, va s'apercevoir qu'il est moins facile de tordre le bras d'un Poutine que de tordre celui d'un Netanyahou. Et que, en réalité, et là encore je reviens à Bolton, alors c'est vrai que les relations entre les deux hommes se sont considérablement dégradées, puisqu'il y a eu une fracture à la fin des années 2010 entre Bolton et Trump, mais il dit aussi Trump croit savoir jouer avec Poutine, mais il devrait avoir conscience du fait que Poutine sait très bien jouer de Trump. Et donc, là encore, je pense qu'il est trop tôt pour les Russes, et que, de toute façon, il n'y aura, et Justine a livré la clé à la fin de sa présentation, il n'y aura de négociation que directement entre Sa Majesté Poutine et Sa Majesté Donald Trump. C'est une question de statut pour Poutine. Oui, également. Parmi d'autres facteurs, ça joue. Oui. Et vous, Valéria, quelle est votre interprétation à ce niet russe sur ce plan qui lui semble favorable sur le papier ? Alors, ça fait des mois que je viens ici, ça fait des mois que j'utilise la même image, le triptyque de communication de Vladimir Poutine. Il parle à la fois aux siens, à la fois à ses alliés et à la fois à ses ennemis, donc l'Occident. Donc, quand il se positionne en fonction de l'image qu'il renvoie. Il peut pas décemment accepter la première proposition de Trump vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de ses alliés. Il y a quand même un certain nombre de pays qui ont soutenu. Il y a les BRICS, il y a des pays qui ne se sont pas prononcés quant au conflit ukrainien. Donc, en l'occurrence, il ne peut vraiment pas aller aussi vite parce que on dirait qu'il est à la botte de Trump. Et ça, ce serait inacceptable. Il peut pas le faire vis-à-vis de sa population, à qui il doit des explications, malgré le fait que c'est une population soumise. Il y a quand même l'économie qui va mal. Il y a quand même des jeunes gens qui ont perdu leur vie sur le front ukrainien. Donc, il doit sortir par le haut et il doit obtenir des gains réels à présenter à sa population. Et puis, il y a aussi les Occidentaux. Il y a Trump d'un côté et l'Europe de l'autre. Et là aussi, vis-à-vis de l'Union européenne, qu'il déconsidère, puisque finalement, on n'est plus rien. Il y a que les États-Unis et Trump qui comptent, l'homme fort qui va tous nous mettre au pas. Et donc, du coup, finalement, il s'adresse à tout ce peuple-là, à toute cette population-là, en disant non, je ne peux pas accepter des choses qui sont inacceptables de mon point de vue. Je ne me suis pas engagé autant pour ne rien obtenir au final et pour avoir effectivement des choses absolument floues. Contrairement à Zelensky, qui lui est obligé de se soumettre d'une manière ou d'une autre à ses alliés qui le soutiennent financièrement et militairement. Donc, si les soutiens sont retirés, définitivement, il peut pas agir seul. Il y a eu 1h30. Trump, donc, qui s'exprime publiquement pour la première fois sur ce sujet, dit « Eh bien, je n'aurai pas d'autre choix que d'imposer de hauts niveaux de taxes, de droits de douane et de sanctions sur tout ce que la Russie vend aux États-Unis et à d'autres pays. » Alors, avant de voir si cette menace peut faire plier, peut infléchir Vladimir Poutine, d'abord, il y a un élément de surprise. Parce qu'on se dit, on avait cru comprendre qu'il y avait un embargo. Alors c'est peut-être uniquement un embargo européen, vous allez nous répondre là-dessus, mais on se dit que le commerce avec la Russie, est-ce que ça représente encore tant que ça pour que ça puisse être une arme au service de Trump? Alors d'abord, l'embargo, il est sur certains produits, sur certaines personnes, etc. Il n'est pas absolument général. Donc souvenez-vous, on en est à je ne sais plus combien pour l'Union européenne, 13e, 14e, 15e volet de... Donc à chaque fois, on a additionné les produits. Ça, c'est le premier point. Mais ce que je disais tout à l'heure, ce qui me frappe, c'est que Trump parle économie.
Mais en fait, Poutine, et j'ai beaucoup discuté avec des ambassadeurs de très haut niveau qui ont rencontré Poutine, et ils m'ont dit, on est frappé, Poutine ne parle jamais économie. Ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est de l'idéologie. Lui, c'est l'Ukraine doit rentrer dans la Russie, la lutte contre le monde occidental, etc., etc. Il parle de ça. Il parle pas de l'économie. L'économie ne l'intéresse pas. Et donc, l'économie ne l'intéresse pas, mais là-dessus, on entend tout et son contraire. Non, mais alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le président Trump dit l'économie russe va très mal et il est en train de détruire la Russie. Ce qu'on peut penser. Mais je pense que c'est pas sur le court terme d'abord. C'est sur le moyen terme ou le long terme. Et donc, il se sert de cet argument, mais qui, pour Poutine, ne résonne absolument pas aujourd'hui. Absolument pas. Alors, pour parler clair, mais je ne sais pas si... Parce que, encore une fois, on entend tout et son contraire sur l'économie russe. Certains disent d'ici à quelques mois, elle va s'effondrer parce que le rouble va complètement dévisser. Il y aura des problèmes d'impayés pour toutes les entreprises qui mettront la clé sous la porte. Et in fine, les Russes ne vont plus pouvoir vivre correctement. Et d'autres qui disent, mais ça fait 3 ans qu'on annonce ça. Souvenez-vous de Bruno Le Maire qui disait l'économie, on va je sais plus détruire l'économie russe, et ça ne s'est toujours pas produit. Qu'en est-il? Est-ce que cette arme, cette menace, a une chance d'infléchir Poutine pour vous, Valéria? Aucune chance. Aucune chance. Effectivement, il n'y a pas la culture déjà dans le pays lui-même. Il n'y a pas la culture d'une politique économique. Il n'y en a jamais eu, ni sous les soviets, ni pendant la perestroïka, ni encore aujourd'hui. Donc, on se débrouille avec ce qu'on a. Ils ont des matières premières. Un certain nombre. Ils ont certaines industries qui fonctionnent, et donc bon an mal an, ils vont fonctionner avec quelques alliés comme la Chine qui va fournir un certain nombre de produits bas de gamme à prix bas. Et finalement, il y a une capacité de résilience et d'adaptation de la population russe qui est assez phénoménale vis-à-vis de la pauvreté ou de manque d'accès à certains produits. Et puis, il y a la capacité de Poutine aussi d'exiger une certaine autonomie dans certains secteurs d'activité. C'est-à-dire, du jour au lendemain, il peut convoquer des industriels russes en disant on arrête de fabriquer les voitures et on fabrique les vaccins, ou l'inverse, parce que d'un coup de sifflet. D'un coup de sifflet, parce qu'il a ce pouvoir-là, parce qu'en fait l'économie ne tient que sur l'oligarchie, le pouvoir, et Poutine est le chef d'orchestre de tout ça. Bon, bel sentiment, Rim. Oui, mais je rajouterai 2 choses. Il y a en fait 2 questions auxquelles Trump n'a toujours pas répondu. La première, c'est est-ce que ce qu'il vient de dire, ça a plus attrait à l'imposition par les États-Unis de sanctions secondaires qu'ils vont mettre en œuvre Qu'est-ce que vous appelez sanctions secondaires? Alors des sanctions, c'est parce que je pense que l'économie américaine n'est pas tellement exposée aux produits russes. Par contre, les Russes exportent à d'autres pays tiers, comme des pays en Asie, comme des pays dans les pays arabes. Et est-ce que Trump va décider, en fait, de visser la vis autour de ces pays? Il en a les moyens? Il en a les moyens, bien sûr. Les États-Unis ont un outil d'imposition de sanctions secondaires qui est inégalé dans le monde, et d'ailleurs qui fait trembler les partenaires, dont les Européens et d'autres. Donc ça, c'est la première question. On ne sait pas si c'est ce qu'il va décider de faire. S'il décide de faire ça, là, ça peut devenir compliqué pour la Russie. Mais deuxièmement, et là où c'est beaucoup plus important, et je rejoins Valéria et le général, c'est qu'en fait, pour le moment, il ne parle pas le langage de Poutine. Poutine va commencer à se poser des questions si Trump dit bon, vous ne voulez pas négocier, très bien, on va faire un surge, c'est-à-dire qu'on va augmenter énormément nos livraisons d'armes aux Ukrainiens pour les aider à changer le cours de la guerre, et puis après vous viendrez négocier d'une position beaucoup plus faible. Donc pour vous, c'est la seule arme réelle dont dispose Trump? Avec les sanctions secondaires. Il y a peut-être... Et pour vous, Vincent? Oui, en complément de ce qui vient d'être exposé très clairement, il y a quand même des pistes qui nous sont livrées paradoxalement par l'administration Biden. Novembre 2023, juin 2024, vous avez 2 trains de sanctions, mais des sanctions qui visent pas nécessairement des entités ou des individus russes, mais des entreprises chinoises,
turcs, émiratis, qui justement commercent avec la Russie et lui permettent de faire tourner notamment son industrie d'armement. Oui, c'est les sanctions secondaires. Voilà, les sanctions secondaires, c'est ça le levier, à mon avis, qui est le plus opératoire, parce que vous le suggériez à l'instant, David, effectivement, en tant que tel, les ventes de la Russie vers les États-Unis ne sont pas un facteur suffisamment dissuasif. Il y a un autre point, et ça c'est le train de 2024 qui le montre, juin 2024, c'est de frapper les sociétés qui en réalité contractent avec Moscou sur des enjeux d'énergie et de mines. Et là aussi, en termes de sanctions secondaires, vous pouvez affaiblir l'appareil industriel qui a besoin, pour renouveler son savoir-faire, qui a besoin d'importation de ces matières premières. Mais en soi, et je termine là-dessus, il y a quelque chose de pavlovien chez Trump. Il pense que le fait de prononcer le mot sanction va tétaniser son adversaire immédiatement. Et là encore, ce ne sera pas aussi simple avec Poutine. Vous êtes surpris qu'il n'évoque pas un supplément d'armement pour l'Ukraine ? Je pense que c'est l'étape suivante. Ça a déjà été suggéré par plusieurs membres de son entourage, y compris pendant la campagne. C'est-à-dire le grand paradoxe du discours. Vous pouvez choisir des déclarations de Jill Evans, son vice-président, de Trump lui-même ou de Kellogg, dont on parlait tout à l'heure, et vous aurez absolument tout et son contraire. Un jour, je menace Kiev s'il ne transige pas. Le lendemain, je fais peser la menace sur Moscou s'il n'assouplit pas sa position. Donc, la résultante de mathématiques de tout ça, je suis incapable de vous la livrer à l'instant T. Oui, général. Juste un point difficile, mais je pense que la pression à mettre, c'est pas sur la Russie, c'est sur Poutine lui-même. Cette guerre, c'est la guerre de Poutine. Et la pression, c'est sur Poutine lui-même. Alors, je n'ai pas les abacs qui permettent de le faire, mais je pense que... Que voulez-vous dire ? Par exemple, on parle de l'économie, tout le monde est tranché à l'économie, mais Poutine gagne beaucoup d'argent, les oligarques autour gagnaient beaucoup d'argent, et si tous ces oligarques sont sous la pression réelle et que Poutine le sent, qu'il y a une pression réelle sur lui aussi, ça va le faire réfléchir. Poutine, tous les biographes... Mais vous pensez que les États-Unis auraient les moyens de mettre la main sur, entre guillemets, le trésor de guerre, ou plutôt le trésor de paix de Vladimir Poutine, En tout cas, il faut qu'ils mettent en œuvre. Je dis pas qu'ils l'ont aujourd'hui, mais qu'ils ne s'imaginent pas qu'en mettant les sanctions, etc., ils vont faire fléchir Poutine maintenant. Il faut qu'ils cherchent à toucher le cœur du système. Et le cœur du système, c'est Poutine. Attendez, Rim, je vous donne un élément à l'instant. C'est peut-être une réponse directe de Vladimir Poutine à Donald Trump sur ce sujet des sanctions et des taxes. L'année écoulée a été plutôt fructueuse pour l'économie russe. Les principaux indicateurs, on dirait une note de l'INSEE, se situent dans la zone positive grâce à l'action responsable du gouvernement. Souvenons-nous, Justine nous le faisait entendre il y a quelques instants, que Vladimir Poutine disait c'est pas une très bonne opération pour Poutine, cette guerre, l'état de l'économie russe est dans un état terrible, etc. Et ben voilà la réponse de Vladimir Poutine. Oui, Rim, vous vouliez... Ouais, il a des petits traits de Pinocchio, Poutine. Qui peut croire ce qu'il est en train de dire Non, mais sur imposer plus de pression, mettre plus de pression économique sur Poutine, vous avez raison. Mais pour ça, les États-Unis ont besoin des Européens. Et en fait, les Européens, parce que c'est en Europe qu'il y a le plus grand nombre d'actifs de Poutine, d'actifs russes, donc qui sont détenus par Poutine ou par les gens qui servent de prête-nom pour Poutine. À Londres. Sur ça, à Londres, sur la Côte d'Azur, autre part, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, etc. Et sur ça, pour le moment, c'est un gros non de la part de l'Europe. Personne ne veut se saisir de ces actifs. Il y a eu une négociation très longue qui s'est soldée par un accord pour utiliser les revenus, enfin les intérêts générés par le gel de ces actifs. Cette formule très soviétique là que l'on découvre à l'instant sur nos écrans me rappelle immanquablement une boutade d'un ministre de Georges Pompidou, ça ne me rassure pas, il s'appelait Jacques Duhamel, il dit un jour « Il arrive que les chiffres mentent, mais il arrive aussi que les menteurs chiffrent ». Je crois que Poutine est parfaitement dans ce rôle-là. Un dernier mot, Valéria, vous pensez, vous aussi, que c'est le jour où Trump dira ou fera savoir à Poutine qu'il a les moyens de saisir sa fortune personnelle,
qui sait, de le mettre en danger, que là, il y aura un moyen de pression efficace? Effectivement, pour le moment, même si certain entourage de Poutine peut être puissant, c'est lui qui est quand même le chef suprême et qui dicte la conduite de tout le monde. Donc à partir du moment où lui se sentira personnellement en danger pour des raisons de sécurité personnelle, financière, réputationnelle, à partir de ce moment-là, il commencera effectivement à négocier. Est-ce que les services secrets américains ont les moyens d'avoir des informations aussi compromettantes au sujet de Poutine? Ça, c'est un autre sujet. Effectivement, il est très difficile pour l'ensemble des Occidentaux, qu'il s'agisse des Européens ou non, de s'attaquer à la fortune personnelle ou personnelle présumée d'un chef d'État, d'autant plus d'un chef d'État doté. Donc, du coup, c'est plus simple de généraliser et de viser des secteurs industriels particuliers dans un pays que la fortune personnelle ou la fortune personnelle présumée, parce que là on s'attaque à l'homme et pas au pays, pas à un gouvernement, et c'est beaucoup plus complexe du point de vue éthique, j'imagine. Bon, en tout cas c'est passionnant parce qu'après presque 3 ans de guerre, un mois après, ça y est, on voit, et 2 jours donc après l'investiture de Donald Trump, on voit ce face-à-face, ce mano à mano qui est en train de s'engager progressivement. On a compris qu'il n'utilisait pas pour l'instant toutes les armes à sa disposition, et on voit comment les 2 hommes se répondent à distance. C'est presque un film. C'est presque un film auquel nous assistons pour savoir si, oui ou non, il va y avoir une négociation et il va y avoir un rendez-vous. Merci beaucoup Valéria de nous avoir aidé à mieux comprendre